Je m'appelle Stéphanie Baudet, j'ai 45 ans, je viens des Hautes-Alpes et ma passion depuis toute jeune c'est l'escalade. Voilà, j'ai adoré gravir surtout des grandes parois, j'ai fait de la compétition plus jeune, donc sur des structures artificielles, mais ce qui m'a d'emblée aimanté, c'est la nature, c'est les grands espaces, c'est la possibilité de se fondre dans un univers dans lequel on n'est que de passage en tant qu'être humain. L'escalade, c'est à la fois un sport, mais c'est bien plus. C'est un art de vivre, c'est une manière aussi de rentrer en lien avec un compagnon de cordée, parce que quand on grimpe, on est à la fois seul face au mur, donc on est seul à devoir trouver des solutions pour passer. C'est une forme presque de méditation en mouvement, en quelque sorte. On est intensément là, immédiatement présent à ce qu'on fait. Et en même temps, on est accompagné donc, par le lien de la corde à notre compagnon de cordée, notre assureur. On place vraiment notre vie entre ses mains. Et je trouve qu'on crée, grâce à ce lien de la corde et à ce fait d'être dans des univers si particuliers, si austères, quelque chose de très fort. Une confiance mutuelle qui, je pense, est un petit peu l'une des vertus de cette activité. Mon parcours en escalade a commencé d'abord par la découverte du rocher, de la nature. Ensuite, grâce à l'émulation et puis au fait que j'étais assez douée, je me suis retrouvée à faire des compétitions. Et très vite, j'ai atteint un haut niveau, on pourrait dire. J'ai même gagné la Coupe du Monde de bloc en 99. Ensuite, en 2000, j'ai gagné quelques épreuves de difficulté. Et après, j'ai eu envie de changer de domaine et de revenir à la source de ma passion, qui est vraiment le rocher, ce contact avec cet élément si particulier, et les grands espaces, les grandes voies, les grandes parois. La compétition, mon regard a beaucoup changé entre les premières années où j'arrivais dans ce milieu en me sentant un petit peu inquiète, voire agressée par les comportements de certaines personnes, les regards. Et au fur et à mesure que j'ai progressé, que mon regard a évolué, en fait, ce qui m'a vraiment aidée, c'est non plus d'être dans la compétition, mais de considérer la compétition comme le moyen d'une saine émulation. La compétition, pour moi, c'est l'émulation est plus importante que la compétition. Et quand tu arrives à créer un climat de saine émulation, quand tes concurrentes ne sont plus des concurrentes, mais des camarades d'entraînement, et c'est ce qui se passait au fil des années, je retrouvais souvent des grimpeuses exceptionnelles qui m'impressionnaient beaucoup et avec lesquelles souvent j'étais en finale. Et cette admiration mutuelle, le fait de se retrouver, de lire la voie ensemble, parce que ce qui est particulier en escalade, en compétition, c'est qu'on a un moment où on regarde l'itinéraire. Et on va devoir lire, donc trouver des solutions pour passer. Et ce que j'ai trouvé très beau, c'est que souvent on s'associe à une compagne qui est une concurrente, mais on choisit de partager nos stratégies plutôt que de faire chacun dans son coin. Parce qu'à plusieurs, on est plus fort. On s'est rendu compte de ça, et puis il y a un plaisir de dire tiens, tu penses, moi je pense faire comme ça, et toi, et puis on élabore des solutions, on les partage, et ça c'est fantastique. Et on est bien meilleur en faisant ça. En considérant les autres non pas comme des concurrents à battre, mais des camarades avec lesquels on va jouer à un jeu où le meilleur dans l'instant donné, où on donne le meilleur de soi dans l'instant donné, et puis c'est qu'un jeu. Voilà, d'arriver à évacuer cette pression, moi ça m'a beaucoup aidée. Pour progresser en compétition, j'ai aussi beaucoup travaillé sur la visualisation. Par exemple, il y a un long moment d'attente, souvent on est enfermé dans une salle et il faut passer parfois plusieurs heures avant de passer, d'être au pied du mur. Et ces heures-là, pour moi, étaient difficiles. Et donc j'ai travaillé en méditation, en sophrologie, en visualisation positive, me voir en train de grimper et que les choses se passent bien. C'est très important en fait de s'imaginer, sans se projeter forcément au sommet, mais simplement s'imaginer évoluer avec fluidité, avec harmonie. Ça m'a aidé beaucoup. Travailler sur ma respiration, prendre le risque aussi, à un moment donné de risquer un mouvement aléatoire, peut-être de chuter, mais peut-être de gagner, parce que par moments, si on ne prend pas le risque et si on veut contrôler chaque mouvement, on s'épuise. Et en escalade, il faut au contraire arriver de temps en temps à lâcher prise, à prendre peut-être le risque de la chute et donc d'une place moins bonne, mais en ayant expérimenté ce jeté ou cette tentative aléatoire, on repousse aussi sa capacité ou son intolérance, on augmente sa tolérance au risque. Et il y a tout ça en fait qu'on peut expérimenter, donc moi ça a été vraiment de me dire je joue à chaque épreuve, j'essaie pas de conserver ma place, mais je fais de chaque épreuve la possibilité de découvrir quelque chose et puis peut-être d'être mauvaise ou alors peut-être d'être exceptionnelle. Et puis de me dire aussi à chaque compétition, finalement, qu'est-ce qui compte là dans l'immédiat ? Ça va être la joie de grimper. Chaque voie nouvelle est une opportunité donnée pour gagner de l'expérience, pour expérimenter des choses. Et en fait, la chute, en escalade, en tout cas en escalade sportive, n'est jamais un échec. C'est simplement un palier vers la progression. Accepter l'échec pour progresser, pour moi, au départ, c'était difficile. Parce qu'en étant parfois, les personnes sensibles ont tendance à mal vivre l'échec, à considérer que c'est la fin,
il n'y a plus d'espoir. Très vite, on dramatise, on exagère les choses. Et puis, à force de faire des compétitions, de se dire, bon, bah, tiens, il y a tant de... Chaque compétition est finalement un essai, d'essayer d'être meilleur. On se dit, ça nous mène à être meilleur à chaque fois. Et donc, c'est transformer le regard sur l'échec qui compte. Mais je crois qu'on a souvent une fausse définition de la compétition et même de ce que c'est que l'ambition, en fait. L'ambition, pour moi, si ça peut se résumer au fait de réussir à exploiter son potentiel personnel au maximum dans un respect mutuel, là, c'est une bonne ambition. Dans le parcours d'un grimpeur de haut niveau, comme de tout sportif de niveau, il y a des contraintes, notamment des contraintes d'agenda. On a une sorte de sécurité, c'est assez agréable de savoir qu'il faut s'entraîner pour tel objectif. Mais très vite, j'ai senti que j'avais d'autres besoins, notamment le besoin de créer moi-même mes propres objectifs, de réaliser des rêves d'ascension qui m'étaient propres. Donc j'ai choisi plutôt la voie de l'aventure à celle du haut niveau, parce que j'ai senti qu'il fallait faire peut-être certains choix de vie qui étaient délicats, d'y renoncer à une forme de sécurité financière, apprendre à développer des compétences nouvelles, parce que j'avais plein de choses à apprendre en escalade en montagne. On peut être champion du monde sur des structures artificielles et avoir tout à apprendre dans des fissures très larges, notamment en Californie ou Yosemite. Et donc c'est cet apprentissage qui m'a passionnée. Ne pas rester dans un cocon, mais au contraire aller vers l'inconnu et puis oser ouvrir ma propre voie. Alors, en général, quand je pars dans une escalade dangereuse, dans une longueur dangereuse, parce qu'une escalade de plusieurs longueurs se divise en sections à peu près de 50 mètres, au cours desquelles on fait des relais, puis on fait monter le compagnon de cordée. Et quand je pars dans une voie qui me fait peur, je sais d'abord que j'ai des conditions, je sais que je suis capable de la faire. Je ne prends pas le risque d'y aller si je sens que j'ai un niveau technique ou physique qui n'est pas le bon. Donc ça va être la première chose. Si après il m'arrive de me retrouver dans une situation critique, alors je me souviens d'une chose très précise au Yosemite, je me suis retrouvée coincée dans une cheminée, c'est une fissure très large en fait, dans laquelle on est obligé de grimper en repoussant avec l'épaule, en poussant en face en opposition avec les jambes et les cuisses, et puis monter comme ça voilà, un peu comme on ramonerait une cheminée. Donc c'est pas très joli, c'est pas très élégant, mais en tout cas c'est une escalade très physique. Et la particularité, c'est qu'on ne peut pas du tout placer d'équipement de sécurité. Donc on ne peut pas placer un de ces coinceurs mécaniques parce que la fissure est tellement large qu'il n'existe pas. Ce seraient des outils énormes et trop importants à emporter. Bref, je me suis retrouvée à un moment donné dans l'incapacité ni de monter ni de redescendre. Donc j'ai vraiment eu le sentiment que, voilà, physiologiquement, ça se traduit par des tremblements de jambes. On commence à transpirer, à se sentir à la fois, voilà, tous les signes de l'inquiétude et de la peur. Et je me suis dit, finalement, là, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train d'être envahi par cette peur, et ce qui peut être fatal, c'est ta peur. Et ce n'est pas vraiment le niveau de cette voie. Donc il va falloir, et je me souviens très bien de me dire, maintenant il faut arriver à recentrer ton regard sur les petites choses que tu peux effectuer dans l'immédiat pour sortir de cette situation catastrophique. Donc arrêter de regarder en bas, les blocs sur lesquels tu risques de t'écraser 15 mètres plus bas parce que ça ne va pas te sortir d'affaire. Arrêter de regarder vers le haut parce que tu ne trouves pas d'issue, mais te dire qu'est-ce que je peux faire là tout de suite. Et ça s'est traduit par des changements très ténus. J'ai commencé à changer ma main un petit peu de sens, j'ai réussi à bouger un peu mon épaule, j'ai trouvé une prise de pied que je n'avais pas vue parce que la peur aveugle, elle induit un effet zoom du regard et on ne voit plus rien. Et puis petit à petit, j'ai à nouveau respiré, mon rythme cardiaque s'est ralenti et finalement j'ai trouvé des solutions. Et c'est ce passage entre la peur qui rétrécit le regard et la capacité de retrouver un champ de vision plus large qui est important en tout cas en escalade à acquérir. Donc ça passe par la respiration, ça passe par la maîtrise de ses émotions. Ensuite, en escalade, le doute, il ne faut quand même pas qu'il s'installe trop longtemps. Donc c'est pareil, il faut se dire, là c'est retour à l'intuition, retour à ce flair animal qui est si important, de se dire, tiens, si je suis en train de m'engager dans une voie qui n'est pas la bonne, ça m'arrivait quand j'ai débuté en grande voie. Par moments, je sentais que je déviais de la voie. Et en fait, j'arrivais pas à être attentive aux signaux d'alerte. Et ça m'est arrivé aussi une fois d'être passée à côté de la mort parce que je n'ai pas été attentive à ces alarmes en fait. On était parti ouvrir une voie et c'était les derniers jours d'ouverture et l'ami caméraman qui faisait le film voulait nous filmer d'en haut. Donc en fait on descendait en rappel et puis on devait regrimper à nouveau ce qu'on avait ouvert.
Et pour ça, on faisait une grande marche avec des sacs assez imposants, des gros sacs. Et à la fin de cette marche, j'étais sur une arête, il n'y avait plus de sentier. Et j'avais assez peur, ce jour-là j'étais fatiguée, j'avais assez peur des 800 mètres de vide qui était à ma gauche, et donc j'étais concentrée. Et en sortant de ce passage dangereux, ma concentration s'est dissipée. Je me suis dit, ça y est, sortie d'affaire. Bon. Et à ce moment-là, étrangement, j'ai ma chaussure qui s'est prise sur une aspérité du rocher, et je suis partie, et j'ai fait 2 sauts périlleux successifs dans la pente, et j'ai vu le vide arriver. En fait, il y avait une falaise de 30 mètres, et je me suis arrêtée grâce à... J'ai une pierre plantée dans la pente, j'ai pris cette pierre, et je me suis arrêtée grâce à ce bloc, en fait, planté dans la pente, mais 2 mètres avant le rebord de la falaise. Donc la peur de ma vie, forcément, et une expérience aussi qui a quand même remis pas mal de choses en question, notamment parce que j'ai eu toute la nuit pour y réfléchir, je ne pouvais pas marcher, il n'y avait pas de secours à appeler, on n'avait pas de téléphone de toute façon, là-bas il ne s'était pas organisé, donc il fallait vraiment aussi accepter une forme de lâcher prise, de se dire tiens, ben voilà, j'arrivais pas, j'avais un hématome énorme, mais j'avais peut-être le risque d'une hémorragie intérieure, mais je me souviens très bien, on a trouvé une petite grotte de berger avec mes 2 compagnons, et on s'est installé là pour la nuit en se disant ben, on verra demain. Et durant cette nuit-là, voilà, il y a pas mal de choses qui se sont faites à l'intérieur de moi, notamment cet abandon aux circonstances, dire bon ben voilà, je fais confiance, une confiance aussi un peu plus... Déjà je remercie d'être là, je me souviens ce mélange de peur et de gratitude qui m'a submergée, le fait que voilà, accepter de ne pas savoir ce que demain sera, accepter le risque peut-être d'une hémorragie pendant la nuit, mais j'avais une grande confiance qui s'était installée, je me souviens, donc ça veut dire que je pense que j'étais tirée d'affaire. Et puis quelques années plus tard, j'ai mis 3 ans à peu près pour vraiment ralentir, pour me rendre compte que je n'avais pas su écouter ces signaux. J'ai mis du temps en fait, parce que parfois j'étais dans une période de la vie où je fonçais tête baissée d'une ascension à une autre, et on sent parfois on est dans une fuite un peu, une course en avant en tout cas, pour toujours plus une surenchère dans le risque, dans l'extrême, et j'étais arrivée un peu à cette limite. Et j'ai senti qu'il fallait que je ralentisse si je ne voulais pas mettre ma vie vraiment en danger. Et donc ce que je n'ai pas écouté ce jour-là, en tout cas précisément, c'est effectivement ma fatigue. J'ai fait passer le travail d'équipe avant mes propres difficultés. Je me suis dit, bon, ben, je suis fatiguée, mais n'empêche qu'on a encore du boulot à faire. Il faut terminer le film, il faut terminer la voix. Donc j'y vais quand même. Alors qu'il aurait peut-être fallu me dire, bon, ben, je laisse ma place à un autre compagnon plus en forme. Et puis donc je passe la journée au gîte à me reposer. Mais mon ego, sans doute, l'acceptait pas. Ou en tout cas, l'idée que je me faisais de ce qu'on attendait de moi. Donc ça, je n'ai pas su l'écouter aussi. Alors en fait, il faut d'abord que je t'explique un petit peu ce que c'est que le Salto Angel. C'est l'une des cascades les plus hautes du monde. C'est 900 mètres d'eau qui s'écoule d'une paroi qui ressemble à un cirque immense, déversant, c'est-à-dire que c'est des surplombs. Ça n'a été, à l'époque où on y va, gravi que 2 fois. Une première fois par des Espagnols en 28 jours, en autonomie totale, en escalade artificielle. Donc ça veut dire en mettant des pitons, en tirant sur des étriers, en tirant sur le matériel pour l'évoluer. Et ensuite, ça avait été fait par des Anglais. Eux, ils étaient partis à 7 avec des locaux, et puis une équipe très forte, et ils ont mis 3 ans avant de réussir. La première année, ils coupent leurs cordes, parce qu'en fait, le rocher est très abrasif, et ils n'avaient pas amené de protection de cordes. La deuxième année, il y en a un qui tombe malade, on est en pleine jungle amazonienne, et le climat est assez particulier. Et la troisième année, ils réussissent en 17 jours. Et c'était des amis, et on s'est dit, tiens, on avait vu leur exploit, on avait été fascinés par l'inconnu déjà de la paroi, très éloigné, il y a 3 jours de pirogue pour accéder, aucune route à l'horizon, c'était voilà, un environnement assez magique. Et c'était quelque chose de complètement nouveau. On dormait pour la première fois dans des camps de parois qu'il fallait installer sur des coinceurs, donc c'est des triangulations complexes de matériel. Enfin, il n'y a pas de matériel sur place, donc il faut tout mettre, tout installer. Le rocher est de très mauvaise qualité, et donc on se retrouve au pied de cette paroi en réalisant qu'on est vraiment à la limite chacun de nos possibilités. On n'a pas assez à manger, on s'en rend très vite compte, parce que toute notre réserve de pain a moisi à cause de l'humidité ambiante, et donc en fait on n'est pas suffisamment préparé. On n'a pas de téléphone en cas de problème, et notre seule sécurité, c'est 600 mètres de corde fixe qu'on peut, pour éventuellement mouliner, faire descendre un blessé jusqu'à la forêt. Et ensuite, bon, on ne sait pas comment ça se passe, parce que n'ayant pas de téléphone, c'est pas simple pour alerter des Indiens, pour qu'ils viennent nous aider. Donc tout ça fait qu'il y a une sorte de tension avant même l'escalade qui se crée entre nous.
Et une fois parti, on prend une tempête énorme. Un orage énorme, monstrueux se lève, la cascade grossit, elle enfle, on a l'impression qu'on passe une nuit comme des marins en pleine tempête dans la mer, et on se dit qu'on peut peut-être mourir noyé. Et pareil, magie de cette espèce d'expédition très lointaine, au lendemain, le soleil revient, les affaires sèchent, et aucun de nous propose de redescendre. Donc malgré cette ambiance difficile, malgré le fait qu'on ne s'entendait pas tous très bien, en tout cas on sent qu'on a réussi en tout cas à monter au sommet tous ensemble, au bout de 15 jours d'ascension. En fait, moi je me retrouve très vite, la veille de partir, j'ai une tendinite au bras qui se déclenche. Donc je me dis, tiens, déjà il va falloir peut-être que je modère un peu mes ambitions. Après j'arrive au pied de la paroi, je vois qu'en fait j'ai pas du tout l'expérience nécessaire pour faire des longueurs difficiles. Je peux faire des longueurs faciles, c'est ce que j'ai fait. Enfin facile dans le 7, on va dire, dans le 7A, mais des longueurs en 8, presque 8, avec des coinceurs à poser dans du rocher très pourri, c'est impossible pour moi à ce moment-là. Donc j'ai dit, bon bah tant pis, je vais aussi me mettre au service du groupe. Et autre chose qui m'arrive, c'est que je reçois une pierre lors d'un hissage de sac, une pierre me tombe sur la main. J'ai un doigt, il n'était pas cassé, mais pas joli à voir, donc tout gonflé. Donc pareil, impossibilité de pouvoir faire des choses difficiles. Et je sens aussi que l'ambiance est tendue. Donc je décide, avec Igor, pareil, de me mettre au service des autres. Et je prends aussi conscience à ce moment-là de l'importance des petites choses qu'on peut faire pour que l'harmonie soit plus fluide. Je me souviens par exemple, avec Igor, on avait eu cette idée, il fallait qu'on remplisse 200 litres d'eau au pied à une source qui goûtait goutte après goutte. Et on s'était dit, mais ces bouteilles-là, on aurait intérêt à mettre un petit scotch autour pour pouvoir les pendre au relais. Et donc on avait tout ce travail minutieux de mettre un petit sparadrap autour avec une petite anse comme ça pour pouvoir les pendre au relais. Et ça s'est avéré très important une fois dans la paroi, de ne pas avoir des bouteilles qui risquent de tomber n'importe comment, parce qu'en fait tout doit être pendu. Et on s'était attaché comme ça à être un peu dans le détail avec l'ami Igor. Et lui le vivait très bien. Moi j'étais un petit peu quand même, voilà, mon orgueil en avait pris un coup. De sentir que je ne pourrais pas vivre l'expédition telle que je le souhaitais, ça avait été difficile. Et en même temps, je sentais que je vivais peut-être l'une des expériences les plus fortes et les plus intenses de ma vie. L'autre difficulté, c'est que ce compagnon espagnol, en plus, s'est révélé dans la paroi totalement misogyne. Donc j'étais perpétuellement en train de recueillir des petites remarques mesquines, un peu sexistes à mon égard, qui n'étaient pas du tout agréables. Voilà, j'avais pris un livre, par exemple, pour les jours de repos, et l'ami disait, mais si on est là, assis sur une vire avec un livre, autant rester à la maison à s'occuper des enfants. Enfin, il disait des choses comme ça, très fines. Donc quand faut imaginer qu'on est à 6 sur une surface qui excède à peine une table de réunion, une table de réunion ou une table de famille pour dîner, et qu'il faut qu'on s'organise comme ça pendant 15 jours dans un univers extrêmement confiné. On est presque comme des marins en mer, engagés tous ensemble sur un petit bateau. Il faut vivre avec ça au quotidien. Mais j'ai pris énormément sur moi pour accepter. L'enseignement finalement du Salto Ángel, ça a été que dans un climat défavorable, délétère, je me suis pas du tout épanouie. J'ai pas du tout pu exploiter mon potentiel. Et très rapidement, donc après cette expédition, une fois les petites déchirures d'orgueil cicatrisées, je me suis dit, j'avais besoin de retrouver de la confiance, de me réparer, parce que j'avais presque vécu un sentiment d'imposture en me disant, mais peut-être que je n'avais rien à faire là-bas, peut-être que je n'avais pas le niveau, est-ce que j'ai pas été un boulet pour le reste de l'équipe. J'ai eu une grosse remise en question de mes motivations, des fondements même de ma passion pour l'escalade. Et la solution que j'ai trouvée, comme toujours, c'est d'agir. Et ça a été de réaliser un projet qui me tenait à cœur, d'une escalade au Yosemite qui s'appelle Freerider, sur la paroi d'El Capitan, qui est cette paroi emblématique des États-Unis, sur laquelle j'étais déjà allée, mais où je rêvais de gravir une voie qui demandait une polyvalence totale, en fait. C'est une voie qui n'est pas extrême, mais qui demande... chaque longueur est très difficile, en fait, parce que ça demande des compétences différentes à chaque fois. À chaque longueur, il faut se remettre en question. Et ça a été libérateur. Cette expérience de freerider m'a redonné une grande confiance et beaucoup de force, parce que j'avais créé ce projet toute seule au départ. Mon compagnon a accepté de venir et puis de m'aider dans la logistique. Donc c'est aussi la richesse de pouvoir partager ça avec la personne avec qui on vit au quotidien. C'est cette admiration mutuelle et l'envie de se soutenir dans les projets qui aide aussi à les concrétiser. Et je me souviens, jour après jour, comment cette confiance s'est construite au fil de l'ascension.
J'étais souvent, j'ai parlé de cet épisode de la cheminée dans laquelle j'ai eu une terreur totale, mais en même temps j'ai réussi à trouver les ressources physiques et mentales pour m'en sortir. Et puis chaque longueur comme ça a été une sorte de petit combat intérieur contre certains démons qu'on peut avoir, les peurs de ces fissures larges, parce qu'elles sont très impressionnantes. Et puis très peu d'Européens en fait s'y frottaient, parce que c'est des escalades qu'on trouve peu chez nous. Et donc le climat très agréable, le fait que j'avais établi mon propre cadre de contraintes. Pour moi, c'est vraiment la base de la liberté, c'est créer son propre cadre, c'est forger ses propres contraintes. Et là, j'avais aussi limité, contrairement au Salto Angel, par exemple, j'avais refusé qu'un ami caméraman nous accompagne, parce que je voulais vraiment vivre ce moment face au mur, face à moi-même, de manière intimiste. Et je suis quelqu'un qui s'épanouit mieux aussi dans un climat voilà, dans lequel le regard extérieur ne va pas peser. Et voilà, donc tout contribuait à la réussite de ce projet. Et surtout, j'étais sans attente aussi. J'étais arrivée là en me disant, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de découvrir, je ne vais pas me mettre l'objectif de réussir. Si ça réussit, ce sera la cerise sur le gâteau. Mais l'essentiel, c'est voilà, de grimper, d'approfondir cette passion pour l'escalade que j'ai dans des styles très variés, très différents de ce que je connais. Et je pense que, en tout cas, l'idée de ne pas avoir d'attente a contribué, à mon avis, à enlever de la pression vis-à-vis de l'objectif final et à retrouver ce plaisir enfantin du geste, ce plaisir juste de l'escalade. Je pense que le climat dans lequel on évolue, que ce soit au travail, dans nos vies ou dans une activité comme la mienne, est fondamental. On peut évidemment vivre sous stress, mais sous stress très rapidement, même si au début on est performant, on s'épuise. Que ce soit aussi bien nous les hommes que les animaux qui sont soumis au stress d'une circulation intense. On peut s'adapter, on est fait pour ça, mais on finit par s'affaiblir. Et quand tout est fait pour qu'on produise le meilleur de nous-mêmes, là on peut vraiment exploiter son potentiel de manière plus vaste et aussi simplement plus joyeuse. Alors rien ne me prédisposait vraiment à devenir une sportive de haut niveau, très franchement, parce que j'étais asthmatique, fragile, la petite fille sensible, plutôt dans sa chambre en train de lire des livres. Et j'ai eu la chance de découvrir l'escalade grâce à mes parents notamment, qui aimaient beaucoup marcher, beaucoup randonner. Ils m'ont inscrit très jeune à un club. Et ça a été vraiment une sorte de coup de foudre. Parce que c'était bien plus qu'un sport. Je sentais que c'était aussi, ça m'apaisait, ça me permettait de maîtriser mes émotions, de gérer un peu mes peurs, de calmer cette sensibilité exacerbée à fleur de peau. Et ça a été une voie fantastique pour m'émanciper et ne pas m'identifier simplement à cette petite fille fragile qui aurait pu passer sa vie dans sa chambre, mais au contraire me dire, bon, tu pars avec ça, c'est pas terrible comme bagage, mais tu as quand même une force mentale assez importante, tu as des envies, tu as des désirs de voyage, et finalement tout ça peut te donner des ailes et te permettre de dépasser tes limites. La confiance, en tout cas pour moi, ça s'est aussi construit au fil des années. Ça n'avait pas été donné d'emblée, même si je suis une personne assez confiante naturellement. J'ai aussi souvent, je suis un petit peu anxieuse, je doute beaucoup. Mais la curiosité est toujours plus forte que la peur. Et donc par conséquent, je vais être quand même assez optimiste, assez confiante et me dire je vais trouver une solution. Donc je pense qu'il y a une part innée et une part qui se construit au fil de l'expérience. Il ne faut vraiment pas oublier qu'une expérience, j'avais des rêves par exemple à 19 ans d'ascension et j'ai mis beaucoup d'années avant de pouvoir concrétiser certains sommets parce que je n'avais pas les capacités techniques. Donc cette confiance, elle se construit au fil des jours, par l'entraînement, par l'apprentissage, simplement le fait de grimper, de faire des mètres d'escalade, d'expérimenter un champ de possible le plus large possible. Voilà, de ne pas se contenter d'un style d'escalade. Moi, la confiance, elle s'est vraiment construite grâce à l'apprentissage. Alors, il y a le doute en escalade et le doute dans la vie. J'ai remarqué que le doute dans la vie était souvent fécond. En tout cas, toutes les périodes de doute, de crainte par rapport à l'avenir, pour moi, sont souvent des périodes de transformation. Je me dis, il va se passer, c'est un petit peu inconfortable en ce moment, mais ça va forcément déboucher sur quelque chose de positif. Voilà, chaque changement, même parfois blessure, échec non désiré forcément, ou ce qui m'apparaît que c'est comme un échec, c'est ensuite transformé en quelque chose de positif qui me rapprochait en tout cas de la voie qui était juste pour moi. Je suis souvent très attentive à cet alignement de l'être entre les valeurs, les convictions qu'on a et les actions qu'on pose. Et je pense que quand il y a cette justesse comme ça qui se crée,
là on sent qu'on est aligné et que les portes s'ouvrent naturellement. Et donc toutes les périodes de doute et de peur, de crainte, pour moi, sont fécondes en fait. Alors l'écriture, c'est pas venu d'un seul coup en fait. J'écrivais depuis toute jeune. J'écrivais beaucoup, c'était un peu une manière de, par moments quand ça allait pas bien, on écrit son journal, bon, c'était quelque chose qui me faisait du bien. Et je sentais que l'écriture avait un pouvoir très fort de clarification intérieure, parfois on a l'impression qu'on pense quelque chose, mais de l'écrire, en tout cas d'essayer de le traduire, c'est encore autre chose. Ça nous permet vraiment d'éclaircir des moments difficiles, douloureux. Moi, c'était vraiment un outil presque thérapeutique. Donc ça m'a toujours accompagnée. Et puis j'ai eu ce moment où je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de partager ce chemin de grimpeuse que j'ai vécu, parce que je sentais que mon regard avait évolué au fil des années. Et j'ai toujours été très nourrie moi-même par des gens, des témoignages de vie, ou des écrivains qui ont réussi à parler de leur vie avec une forme d'authenticité, de sincérité, même si, bon, quand on raconte une histoire, peut-être qu'on se réinvente toujours à chaque fois. Mais en tout cas, d'essayer d'être dans cette justesse, dans cette réalité, de ne pas dénigrer ou de ne pas dénier les moments difficiles, de ne pas être dans une hagiographie ou de faire soi-même le récit de ses exploits. C'est pas du tout ça que je cherchais. C'était plutôt de se dire, tiens, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à mener cette vie-là ? Parce qu'on a peut-être des valeurs différentes, le besoin d'une vie un peu alternative. Et puis, donc c'était vraiment un partage et une transmission pour apporter à mon tour un peu ma petite pierre à l'édifice, comme il y avait tellement d'ouvrages qui m'avaient aidé à mieux vivre, à faire les choix aussi. Moi, la lecture m'a beaucoup aidé à faire les bons choix dans la vie. Donc voilà, ça a été aussi apporter mon petit témoignage. En fait, je m'aperçois avec le recul que mes choix de vie sont beaucoup dus à ma passion en général pour la vie et mon envie aussi de vivre intensément le maximum d'expériences et de ne pas passer à côté de certaines choses, même si a priori mon tempérament un peu sensible ne m'orientait pas forcément vers ce type de prise de risque. Mais j'ai vécu étant jeune un deuil, j'ai perdu ma petite sœur et à 20 ans, j'avais 20 ans et ça m'a aussi donné, je crois en tout cas, le sentiment de cette vie éphémère, à quel point on est fragile, à quel point tout peut s'arrêter. Et je crois que ça a encore fortifié mon besoin de ne pas passer à côté des choses essentielles. Et je me souviens que mes parents étaient très inquiets quand on était jeune, savoir ce qu'on ferait plus tard, est-ce qu'on aurait un métier, est-ce qu'on travaillerait bien à l'école. Et d'un seul coup, quand ma petite sœur n'était plus là, ma mère m'a dit voilà, suis ton cœur. Et je pense que c'est l'un des plus beaux conseils qu'on puisse donner à un enfant, de dire sois fidèle à ce que tu sens que tu es, persévère dans ton être, essaie de toujours revenir vers l'essentiel et de ne pas te laisser parasiter par les attentes de la société, les attentes familiales. Vraiment d'arriver à être soi-même, même si parfois c'est difficile de savoir qui on est. Pour moi, le ressort intérieur, je crois que c'est la curiosité et puis surtout peut-être la confiance. Encore une fois, je pense que cette confiance qui dépasse la confiance en soi. La confiance en soi, c'est bien d'en avoir. Souvent, on a l'impression d'en manquer, alors qu'on en a plus que ce qu'on croit. Et parfois, on oublie qu'il y a aussi une façon plus vaste de faire confiance. Moi, quand je suis dans cet environnement en montagne, je me sens tellement liée aux éléments, tellement liée à ce qui m'entoure, que j'arrive à sortir aussi parfois de mes petites préoccupations un peu narcissiques qu'on a tous, qui sont nos petits soucis quotidiens, pour embrasser cette réalité plus vaste. Et je crois que ma confiance, en tout cas, vient aussi de ce lien très fort à la nature, qui fait que je me sens appartenir à un univers plus vaste, et j'ai conscience à la fois de ma vulnérabilité, mais c'est pas pour ça qu'elle doit m'empêcher d'agir. Moi, je crois que pour moi, la réussite, c'est le sens en fait, que j'arrive à donner. Réussir quelque chose, monter sur un podium, c'est quelque chose qui est très éphémère, qui ne dure pas longtemps. Par contre, tout le processus, tout l'apprentissage pour arriver, la collaboration parfois avec des compagnons, qu'il faut mettre en œuvre, même pour un livre, ça peut être la façon dont avec un éditeur ça se passe, comment se passe le travail, est-ce que l'atmosphère est agréable, est-ce qu'on sent qu'on peut donner le meilleur de soi. Finalement, c'est ça qui contribue à la réussite et qui est le plus important. Ce dont on se souvient, c'est pas tant le moment éphémère où on te remet une coupe, c'est tout ce travail en amont qu'il y a et qui est précieux lorsqu'il est fait avec joie, avec gaieté et dans une ambiance d'émulation et de complicité. La réussite, c'est d'arriver par certains moments dans ma vie à me dire tiens, là, je sens que je suis dans une période où mes convictions s'alignent avec mes actions. Voilà, mes valeurs s'alignent avec mes actions. Et quand je sens qu'il y a ces moments, qui ne sont pas toujours là, des moments où il y a des décalages, mais il faut chaque fois que je recentre ça, et là, je me sens bien et je sens que mon ambition, finalement, c'est de vivre aligné, de vivre avec justesse.
Les hommes notamment, j'aurais envie de dire par moments, j'ai pu voir ça chez mes compagnons de cordée, d'accepter ses faiblesses, d'accepter ses difficultés, de ne pas essayer de passer en force, mais au contraire d'apprendre à mieux se connaître, non pas pour s'identifier à ses limites, mais au contraire pour les étendre en fait. Sur le fonctionnement en groupe, il y a quelque chose qui est amusant parce que souvent les hommes, j'ai remarqué par exemple quand je grimpe avec des hommes, ils vont facilement me dire bah tiens donne-moi la corde, donne-moi le gros sac, je peux porter plus lourd. Bon, de temps en temps ça peut être agréable, pourquoi pas, mais pas se mettre dans une position comme ça de patriarche vis-à-vis de la femme. Parce qu'en fait, elle est tout à fait capable. Et moi, très souvent, je dis, t'inquiète pas, non, je porte la corde. Et aujourd'hui, même comme mon compagnon malheureux, c'est moi qui porte tout le poids. Donc, et ça ne me pose aucun problème, malgré que je sois menue. Donc, c'est de se dire, c'est pas parce que j'ai une jeune femme en face de moi qu'il faut que je me situe comme donneur de leçons, comme patriarche. Parce que ça arrive quand même assez souvent. Je pense que les hommes aussi ont parfois un travail à faire au niveau de la connaissance d'eux-mêmes, comme je te l'ai déjà dit, et au niveau aussi de l'empathie. La capacité à se mettre à la place de l'autre, c'est vraiment quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais qui est fondamental. On ne peut pas vraiment communiquer harmonieusement si on n'est pas capable de changer de regard, de perspective, d'adopter tiens, il pense ça, mais c'est pas contre moi, c'est peut-être parce qu'il faut que je change de façon de voir les choses. Donc de cette remise en question par rapport au regard. Je me sens profondément féministe, mais pas dans un féminisme conquérant qui veut balayer l'homme ou une recherche d'égalité absolue. Je pense qu'on est très différents physiologiquement. En tout cas, moi, j'ai pu le vivre avec mes compagnons. Chez les femmes, on n'a pas tout à fait cette constance parfaite, mais on a la force de notre nature cyclique, qui est très importante, et je pense qu'on n'en parle pas suffisamment. On a cette force qui est d'avoir des moments où on est dans une capacité de performance extrême, d'ouverture, et puis des moments parfois de repli, de réflexivité qui sont tout aussi nourrissants, et dans lesquels on peut retrouver de l'énergie et réfléchir à de nouveaux projets. Donc je pense que le caractère cyclique de la femme est une chance inouïe, et je pense que la société n'en profite pas assez, en général. On aurait beaucoup à tirer de ces visages multiples que la femme peut adopter. Quand on est une femme, il ne faut pas se mettre du tout de limites, il ne faut pas se mettre de barrières, il faut accepter ses moments de fatigue, pas s'identifier non plus à son corps de femme, même si parfois il apparaît comme un obstacle. Moi, ça m'est souvent arrivé de me dire mais je donnerais beaucoup pour être un homme, et aujourd'hui je me rends compte de la richesse d'être une femme. Donc se dire, voilà, on est comme on est, avec ses fragilités, ses forces, et donc vraiment de vivre pleinement notre nature. J'ai senti que les moments de ma vie dans lesquels j'étais pas très bien, pas bien dans les mêmes baskets, c'est les moments où je luttais contre ma nature de femme, où j'aurais voulu être différente, aussi constante que les hommes. Et les moments où j'arrivais à accepter, même à être heureuse de ce que j'étais, à être dans une acceptation, une bienveillance envers moi-même, je pense qu'il y a une à mon avis, l'autocompassion est un outil extrêmement puissant. C'est pas du tout de l'écoute de soi ou du narcissisme, de se regarder le nombril. C'est plutôt de se dire comment, en étant en accord avec moi-même, je serai aussi en accord avec les autres. En tout cas, on ne peut pas vraiment être en harmonie avec le reste du monde si soi-même, déjà, on n'a pas compris comment fonctionner, qu'on n'avait pas accepté, qu'on ne s'était pas accepté soi tel qu'on était.